renforcer la sécurité au Mali et au Nigeria. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis à Accra ce jour pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la question. Le président du Faso prend part à la rencontre. Le PNGT 2 phase 3 pour poursuivre l'œuvre de développement à la base au Burkina Faso. Cette nouvelle phase va renforcer les capacités des structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement. Le coup d'envoi du programme a été donné par le président du Faso. Et puis le troisième Semika qui déroule son programme à Ouagadougou depuis hier sous les feux des projecteurs, les dernières innovations dans les domaines de l'énergie, des mines et des carrières. Notre invité de ce soir est un spécialiste en énergie solaire et en économie d'énergie. Et avec lui, nous parlerons des différentes offres pour l'Afrique dans ce secteur. Bonsoir, Monsieur Kaboré. Bonsoir, Madame. C'est donc le menu du journal. Merci à vous de nous suivre. Le gouvernement burkinabé déterminé à poursuivre sa quête de développement à la base. La phase 3 du programme national de gestion des terroirs va mettre l'accent sur le renforcement des capacités des communautés rurales et les structures décentralisées pour l'exécution des plans locaux de développement. Le président du Faso a lancé hier à Tougan le démarrage de la phase 3 du PNGT de Moumouni Soubega. Par la remise de ces conventions et modules de renforcement des capacités des communes rurales, le président du Faso met en route la phase 3 du programme national de gestion des terroirs, PNGT 2. C'est un programme qui vise la lutte contre la pauvreté par la promotion des investissements en milieu rural et par la responsabilisation des populations à travers le développement rural décentralisé. Pour cela, cette phase, qui va s'exécuter en 5 ans, tourne autour de 5 composantes. La composante U est relative au renforcement des capacités pour un développement rural décentralisé. Celle-ci visera à renforcer la gouvernance locale. La composante numéro 2 est relative à l'application du régime foncier rural et le renforcement des mécanismes de résolution des conflits au niveau local. Et cette composante permettra l'opérationnalisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. La composante 3 se consacrera aux investissements stratégiques de développement local et elle financera des investissements socio-économiques et productifs au profit des 302 communes rurales et des 13 régions de notre pays. La composante 4, quant à elle, soutiendra la gestion durable des terres et des forêts. Et enfin, la composante 5 organisera les activités de suivi, évaluation et de gestion du projet. La mise en œuvre du PNGT 2 phase 3 va coûter 47 milliards de francs CFA. Elle est financée par le gouvernement burkinabé et 2 de ses partenaires, le Fonds mondial pour l'environnement et la Banque mondiale. Au regard des résultats engrangés par la phase précédente, ses partenaires ont tenu à féliciter le Burkina Faso et s'engagent à l'accompagner dans sa quête de développement. Cette continuité dans le financement du PNGT 2 est la preuve que le groupe de la Banque mondiale croit et adhère aux initiatives de développement local sur un fort leadership de votre gouvernement. Au titre de ses acquis, le PNGT 2 phase 2 a touché 32 communes rurales pour environ 6 millions de bénéficiaires. D'où la reconnaissance des élus locaux au président Blaise Compaoré pour cette heureuse initiative. De leur côté, ils s'engagent à jouer pleinement leur rôle dans le développement local. On a déjà notre programme pour le reboisement et construire les salles de classe et même aménager les bas-fonds pour la population. Reconnaissance également des ressortissants de Tougan qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président du Faso pour ses actions en faveur du développement du pays en général et de les localités en particulier. Les communes du Burkina Faso sont donc mises face à leurs responsabilités pour leur développement dans cette phase 3 du PNGT 2. C'est la voie royale pour un développement global. C'est l'appréciation en tout cas que le président du Faso fait de ce programme majeur de développement au Burkina Faso. Nous écoutons le chef de l'État burkinabé au micro de Moumouni Soubega. Nous sommes venus ici pour marquer notre attachement au développement local parce que c'est pour nous un instrument irremplaçable pour booster encore plus le développement au niveau national.
car si le local, si les communautés rurales décentralisées peuvent assumer des responsabilités de détection de leurs priorités, d'évaluation, de planification des programmes pour le local, il est certain que ça va décharger l'État central pour des tâches, bien sûr, plus grandes. Et d'autre part, nous pensons que c'est la meilleure façon d'amener ces communautés locales à organiser, bien sûr, avec les citoyens de la commune, une meilleure appréciation des préoccupations et aussi voir comment gouverner les programmes locaux qui seront établis. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de développement global si cela n'est pas accompagné par un développement à la base, si à la base les hommes et les femmes ne sont pas capables de se réunir, d'élaborer des plans à leur niveau et de les exécuter, bien sûr, au profit des communautés à la base. L'État central pourrait, dans l'avenir, dégager des subventions, des moyens financiers, transfert de ressources, non seulement les communes, par le passé, qui n'avaient pas de capacité d'organiser des plans locaux, aujourd'hui arrivent à le faire. Ils n'ont pas de capacité, même s'il y a un plan, de conduire la mise en œuvre. Aujourd'hui, ces communes arrivent à le faire. Et nous pensons qu'elles auront beaucoup plus de confiance, la confiance des partenaires au développement, pour, bien sûr, au lieu de passer toujours par l'État central pour gérer en fait les communautés à la base, l'État central, comme les partenaires, peuvent aller directement avec ces communes pour effectivement agir au profit du bien-être des populations. Voilà le gouvernement burkinabé qui manifeste son soutien au SEMICA et encourage cette initiative privée d'envergure internationale qui vise la promotion du secteur minier burkinabé et aussi de la sous-région. Encouragement et félicitations exprimés par le chef du gouvernement lui-même ce matin. Il était sur le site du SEMICA, Adama Koulibaly. La 3e édition du SEMICA, Salon international de l'énergie des mines et des carrières, bat son plein en cette 2e journée. Les participants entre conférences, tables rondes et expositions ont reçu la visite d'un hôte de marque en cette matinée. Il s'agit du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Occasion donc pour ces acteurs du secteur minier national et international de présenter leur savoir-faire au chef du gouvernement qui, à travers cette visite, entend traduire le soutien du gouvernement à cette manifestation internationale. Le SEMICA aujourd'hui donc fait partie de ces forats dans notre pays qu'il faut vraiment encourager parce qu'elles permettent de mettre en valeur les potentialités économiques de notre pays, mais aussi elles permettent d'une façon, je crois, indirecte de développer l'activité minière, du moins en ce qui concerne surtout la sous-traitance. J'ai ainsi découvert qu'il y a plusieurs jeunes burkinabés qui se sont lancés dans la sous-traitance et qui fournissent des équipements de pointe aux différentes sociétés minières. Ça, c'est un très bon signal. Avec le boom minier que connaît le Burkina Faso à l'instar d'autres pays de la CEDEAO, ce salon professionnel est une aubaine pour les différents acteurs du domaine, ce qui peut contribuer à renforcer la place du secteur minier dans le développement économique. Le développement du secteur minier ces dernières années a permis à notre pays d'avoir les bons qualitatifs que nous avons connus en matière donc, de la croissance économique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que notre pays a encore de potentialités énormes. Ce que nous avons pour le moment me paraît n'est rien par rapport à ce qui est encore attendu dans notre pays. Je crois qu'on a encore plusieurs années, pourquoi pas plus de 100 ans encore de possibilités d'exploitation minière dans ce pays. Prévu pour durer pendant 72 heures, cette 3e édition du SEMICA devrait refermer ses portes ce 31 mai.
Voilà, et puis les dernières trouvailles en énergie solaire et en économie d'énergie sont également présentées au SEMICA et notre invité ce soir est un spécialiste du domaine. Monsieur Emmanuel Kabouré est venu parler des réponses que pourrait apporter ce secteur d'énergie solaire à la récurrente question, en tout cas d'énergie en Afrique. Monsieur Kabouré, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci de venir sur notre plateau ce soir pour nous parler d'énergie solaire et d'économie d'énergie. Alors, comment se porte le secteur de l'énergie solaire en Afrique en général et celui de l'économie d'énergie, bien sûr? Bon, l'économie et l'énergie solaire au Burkina, on peut dire qu'elle se porte bien parce que c'est une nouvelle technologie d'énergie qui offre des opportunités et des solutions aux pays comme le nôtre pour pallier donc aux besoins énergétiques dont nous avons besoin et dont certaines sources ne nous sont pas forcément favorables. Donc on constate que par exemple l'énergie solaire, nous avons des sources qui nous sont très favorables, donc nous pensons qu'il faut en exploiter. Alors, on pourrait penser qu'avec tout le soleil que nous avons en Afrique et au Burkina Faso, la question de l'énergie solaire pourrait résoudre bien le problème lié au manque d'énergie. Pourtant, le problème se pose, la question est toujours récurrente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à profiter de ce soleil-là pour qu'il n'y ait plus de problème en énergie au Burkina Faso? Alors, comme je l'ai dit, comme c'est une nouvelle technologie, alors je pense que chacun... nous sommes en phase donc d'étudier toutes les facettes donc de cette nouvelle source d'énergie. Donc on peut dire qu'actuellement le Burkina est dans une phase d'observation et d'étude pour pouvoir profiter au maximum de cette source d'énergie. Mais déjà on peut constater qu'il y a pas mal d'installations qui sont déjà bien faites dans notre pays comme dans la sous-région, qui remédie déjà à des petits besoins énergétiques. Donc, pour des grosses centrales, je pense que toutes les autorités compétentes de la sous-région sont en train d'étudier, bien sûr, pour pouvoir exploiter au mieux cette source d'énergie. Alors, cette source d'énergie, on en parle depuis un bout de temps déjà. Et qu'est-ce qui manque? Vous parlez que vous êtes en phase d'observation, mais est-ce qu'il faut aussi une certaine volonté politique pour que cela se fasse réellement? Oui, je pense que la volonté politique est là, mais il y a aussi la formation, la maîtrise même de la technologie qui n'est pas forcément très pertinente actuellement. Actuellement, nous constatons au Burkina, par exemple, comme dans tous les pays de la sous-région, que l'énergie solaire est vendue partout. Vous le constaterez que on vend des panneaux solaires à côté des sandwichs ou en même temps que des vêtements. Donc ça fait que comment faire pour pouvoir trier donc ceux qui maîtrisent donc cette technologie. Donc je pense que c'est dans ce cadre que j'ai dit qu'on est en train dans une phase de tri et d'observation, mais pas observation standard, mais parce qu'il y a des actions qui sont menées. D'accord. Et en matière de dernières innovations, qu'est-ce que vous proposez en matière d'énergie solaire au SEMICA cette année? Alors, au niveau de l'énergie solaire actuellement, il y a plusieurs technologies qui sont actuellement en vogue, donc qui permettent aux pays qui ont assez d'énergie, de sources solaires comme le Burkina et la plupart des pays de la sous-région, de pouvoir en profiter au maximum. Donc on a par exemple dans le domaine de l'électrification rurale par exemple, je pense que c'est un domaine le solaire va être beaucoup plus avantageux que par exemple le transport d'énergie qui nous coûte excessivement cher par rapport à des installations de mini-centrales solaires qui vont nous permettre de faire même plus d'économies au niveau des transports d'énergie. Donc il y a tant de technologies actuellement qui permettent soit de faire du solaire photovoltaïque ou du solaire thermique qui nous permettent actuellement de pouvoir répondre rapidement à des petits besoins énergétiques. Donc je pense que les solutions sont actuellement exploitées par les différentes structures étatiques que privées. Qu'est-ce qu'un salon comme le SEMICA représente pour vous? Alors nous, par exemple, au salon, au SEMICA, nous avons par exemple animé une conférence sur l'énergie solaire et l'efficacité énergétique. Donc je peux dire que l'efficacité énergétique, c'est comment aider par exemple les industriels et également le domaine du tertiaire à économiser de l'énergie.
si on parle de problèmes énergétiques, il faut aussi voir la facette de comment utiliser au mieux l'énergie pour ne pas créer des déficits. Donc pour pouvoir continuer à préserver un peu de sources pour les générations à venir. Voilà pourquoi on parle d'énergie solaire comme énergie source de développement durable. Parce que nous pensons que dans le domaine de l'énergie, on pense toujours à demain. Donc voilà pourquoi il faut songer à faire de l'économie d'énergie qui va nous permettre également à faire de l'économie financière parce que actuellement nous arrivons à faire de l'économie d'énergie entre 20 et 40% dans certaines industries. Donc en exemple, je peux citer l'ONEA, la MVS, la Sofitex, avec lesquelles nous avons déjà eu à faire des études qui ont été très porteurs, qui les ont permis par exemple de faire des économies d'au moins 15 à 20%, donc qui ne sont pas des sommes négligeables. Okay. Voilà. Vous avez pu nouer des partenariats, vous avez eu des contacts, votre carnet d'adresse a-t-il été fourni à ce SEMICA-là? En tout cas, lors de ce SEMICA, nous avons remarqué une participation massive de tous les experts du domaine de l'énergie que des mines, ainsi que des carrières. Et nous avons reçu les encouragements des autorités nationales et sous-régionales. Nous avons eu plein de contacts et nous pensons que il faut saluer vraiment l'initiative du SEMICA, qui n'est pas seulement une faveur de notre pays seulement, mais une faveur pour la sous-région. On a rencontré des pays comme la Guinée, la Gambie qui sont venus partager des expériences et ce sont des occasions pour les acteurs du domaine de se perfectionner. Donc déjà, je remercie les organisateurs du SEMICA parce qu'ils nous ont permis de nous perfectionner dans nos domaines respectifs, mais aussi de nouer des contacts. Dernière question, M. Kaboré, quels sont vos projets dans votre domaine pour le Burkina Faso? Alors, dans notre domaine pour le Burkina Faso, nous avons un projet actuellement avec les firmes financières, donc entre autres les caisses populaires et puis certaines banques de la place, pour pouvoir multiplier donc l'accès aux énergies solaires dans tout le pays. On a choisi par exemple de travailler avec la Caisse populaire qui est déjà engagée dans ce domaine pour permettre qu'au plus fond du pays, que tous ceux, les femmes, les jeunes, les agriculteurs qui ont besoin de l'énergie, que ce soit pour l'irrigation, pour des besoins d'éclairage ou pour des besoins d'enseignement, puissent avoir accès à l'énergie solaire via des prêts qu'ils pourront avoir rapidement auprès de ces institutions financières. Donc c'est un projet que nous avons initié, qui est appuyé par ECRE et puis IRENA, qui est l'organisme international des énergies renouvelables, qui nous accompagne dans ce domaine. Merci M. Kaboré d'être venu sur notre plateau pour nous parler de l'énergie solaire et de l'économie d'énergie. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Depuis hier, dans la capitale burkinabé, le gouvernement malien et les rebelles Touareg essaient de renouer avec le dialogue. Les pourparlers qui se déroulent, qui ont débuté donc autour de la médiation burkinabé, sont la conséquence des derniers événements malheureux à Kidal. Les deux camps affichent d'emblée leur volonté de dialogue en vue d'un compromis. Fousseni Kindo. Une prise de contact. C'est ainsi que certains participants qualifient les discussions de Ouagadougou. Les rebelles et le gouvernement malien reprennent le dialogue dans la capitale burkinabé. Autour du représentant de la CEDEAO, les deux parties se sont expliquées sur les événements de Kidal du 17 et du 21 mai dernier. En outre, ils ont posé des préalables pour la reprise des négociations. Ces événements, malgré leur gravité, malgré les dégâts qu'ils ont pu créer, les parties restent quand même engagées à rechercher une solution par la voie du dialogue. Il nous faut aller maintenant vers des choses concrètes. Il nous faut déterminer avec précision où, quand, comment, avec qui ces pourparlers pourront commencer. Pour le camp rebelle, le plus important reste à venir. Et il ne tient qu'à Bamako, selon un de leurs porte-parole, de montrer sa bonne foi, tout comme eux, ils le font déjà. Il voulait une première prise de contact entre lui et les mouvements. Bien, écoutez, y a rien, on ne cache rien dans cette histoire. Il
il avait besoin aussi de voir un peu quelle est la disponibilité des mouvements, jusqu'où ils peuvent aller. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, vers la paix. Nous sommes prêts à donner des signes. On a déjà donné des signes positifs. Quant au haut représentant du président malien, il a réservé sa réaction pour plus tard. Il devrait rencontrer le médiateur de la CEDEAO au cours de cette matinée du vendredi. Modibo Keïta dit être porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'intention du médiateur Blaise Compaoré. Autre point de l'actualité, les députés en ordre de bataille pour la défense des droits de l'enfant. Le réseau des parlementaires burkinabés pour la protection et la promotion des droits de l'enfant a initié une série d'activités au nombre desquelles un atelier de formation qui a ouvert ses portes ce matin même dans les locaux de l'Assemblée nationale. Des précisions avec Sougrinoma Ibrahim Digma. Ils affûtent leurs armes pour mieux mener le combat. Les membres du réseau burkinabé des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant, Reproden, sont en campagne pour la protection des plus jeunes, d'où cet atelier de formation sur les droits de leurs protégés. Nous pensons que réunir donc les parlementaires, réunir également quelques éléments de la société civile pour faire le point sur le plan international, quelle est la situation par rapport aux droits des enfants, sur le plan national également, et sur le plan des organisations internationales, notamment les Nations Unies. Qu'est-ce qui a été dit, à quoi notre pays s'est engagé et quels sont les résultats que nous obtenons. Cet atelier de formation, organisé en collaboration avec le Conseil national pour l'enfance, va permettre aux parlementaires de se familiariser avec les droits de l'enfant et les difficultés liées à leur application au Burkina Faso. Le premier aspect va porter sur les droits de l'enfant, les droits qui sont reconnus à l'enfant dans la Convention relative des droits de l'enfant et dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Nous allons également profiter pour leur parler de ce qui concerne la mise en œuvre justement de ces droits de l'enfant au Burkina Faso et des mécanismes qui sont mis en place pour suivre cette mise en œuvre-là. On imagine alors que les élus nationaux vont capitaliser davantage de connaissances et d'arguments en vue de la grande séance de plaidoyer pour l'intensification de l'effort national de lutte contre la malnutrition des enfants prévue ce lundi 2 juin à Ouagadougou. Et c'est tout le mois de juin que le gouvernement burkinabé a décidé de consacrer à la famille et à l'enfant. Plusieurs activités sont au programme de ce mois, dont le lancement est prévu pour le 3 juin prochain à Manga. Ce matin, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a décliné le menu de cette célébration à la presse. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Entouré du comité d'organisation de la 2e édition du mois de la famille et de l'enfant, le ministre Alain Soubga livre les activités qui vont meubler ce mois aux hommes de médias. Avec des activités sportives, littéraires et culturelles, des conférences publiques, des plaidoiries et une soirée caritative, c'est un mois entier qui veut placer les élus locaux au cœur des actions de promotion des droits de l'enfant, de la femme et de la famille. Depuis la communalisation intégrale, il n'y a pas dans ce village où il n'y a pas de conseiller municipal. Il n'y a pas non plus cette commune où il n'y a pas de maire. Donc nous nous sommes dit qu'en passant par ces élus locaux, nous pourrons atteindre l'ensemble du territoire national à travers donc, la sensibilisation pour ce qui est donc de la lutte contre les MJF. Il sera aussi organisé notre atelier plaidoyer au niveau de Dédougou qui aura lieu donc le 24 juin à l'endroit toujours de ces mêmes acteurs. Cette année, le mois de la famille et de l'enfant regroupe non seulement les commémorations de la Journée internationale de la famille et celle de l'enfant africain, mais également la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Dans la formule actuelle, c'est qu'il y a des secteurs clés qui ont des financements, notamment par les partenaires. Si vous prenez le secteur de la lutte contre l'excision, il y a quelques possibilités. Mais vous prenez le rôle de la famille, c'est les parents pauvres. Même les partenaires ne s'intéressent pas beaucoup à la question de la famille. Mais en mettant ensemble les ressources, chaque secteur, chaque domaine pourra avoir le minimum possible
pour permettre en tout cas de célébrer comme il faut ce mois de la famille. Avec un budget prévisionnel de près de 125 millions de francs CFA sur le financement de l'État et de ses partenaires, le mois de la solidarité sera lancé le 3 juin dans la région du centre-sud à Manga et connaîtra son apothéose le 26 juin à Dédougou dans la boucle du Moun. Un cadre de jeu et d'épanouissement pour aider à la guérison des enfants hospitalisés. Le programme Initiative Pédiatrie du laboratoire Sanofi répond à ce besoin. Les jeunes malades de la pédiatrie Charles de Gaulle de Ouagadougou ont désormais leur espace ludique. L'espace a été inauguré le 27 mai dernier. Bachirou Doussa avec la voix de Frédéric Etienne Bassenga. Le laboratoire Sanofi offre un espace ludique fonctionnaire au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. D'un coût global de 5 millions de francs CFA, l'aménagement de ce centre de jeu s'inscrit dans le cadre du programme Initiative Pédiatrie entrepris depuis juin 2012 sur l'ensemble du continent africain. L'enfant a besoin dans son environnement de disposer de capacités pour lui permettre donc de s'exprimer, notamment par le jeu. Et c'est pour cela que nous pensons que ce centre qui a été mis en œuvre avec l'appui de Sanofi va permettre aux enfants malades qui doivent rester pendant un certain temps à l'hôpital d'oublier souvent qu'ils sont dans un hôpital juste pour les soins, mais qu'ils sont dans un lieu où ils doivent continuer à vivre comme s'ils étaient à domicile, naturellement en profitant des soins, mais aussi en profitant de la salle des jeux. Pour les responsables du laboratoire, tout ce qui concourt au bien-être des enfants est d'une importance inestimable à leur égard. Un enfant qui est en bonne condition psychologique, un enfant qui est heureux, on a déjà fait 50% de la guérison de cet enfant. Donc c'est cette idée qui nous est venue d'autres pays, donc une idée simple d'équiper l'accueil des enfants, l'espace d'accueil des enfants d'objets ludiques qui nous a emmenés à faire ce Fun Center. Les premiers responsables du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle apprécient le geste. C'est gratuit les centres, donc c'est la consultation qui est payante au tarif normal des consultations dans les structures publiques, mais c'est ouvert, comme je l'ai dit, dans la matinée les enfants qui sont en consultation, les après-midi ceux qui sont en hospitalisation vont venir jouer. Ce geste ne sera pas le dernier. Très prochainement, rassure le laboratoire Sanofi, d'autres actions telles que les soins sans douleur au profit des enfants malades du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle seront entreprises. La nouvelle politique nationale de la jeunesse pour la période de 2015 à 2024 sera bientôt disponible. Le document qui est en cours de validation devrait mieux répondre aux besoins du moment en matière de promotion du bien-être des jeunes. Experts et techniciens passent à la loupe la version provisoire en vue d'y apporter des amendements. Estelle Judith Aksogba. En 2023, le nombre de jeunes de 15 à 35 ans avoisinera 8 600 000 au Burkina Faso, selon le scénario tendanciel des projections démographiques réalisé en 2009 par l'Institut national des statistiques et de la démographie, INSD. Cette évolution constitue un atout pour le développement, mais aussi représente de nombreux défis à relever en termes d'éducation, de santé, de formation professionnelle et d'emploi. C'est à ce titre que le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a élaboré une nouvelle politique nationale de la jeunesse qui couvre la période de 2015 à 2024 et son plan d'action triennal. La politique nationale s'articule en 8 points, comporte les besoins, les attentes, les aspirations de toutes les composantes de la jeunesse. Son plan d'action définit les actions prioritaires à mettre en œuvre pour le bien-être des jeunes. Ces deux documents, à l'étape provisoire, sont soumis à l'appréciation des acteurs du secteur de la jeunesse et des partenaires techniques et financiers. Ils vont apporter des amendements en vue de les parfaire pour leur adoption. Une fois cette étape franchie, les deux référentiels seront mis en œuvre et l'objectif est de promouvoir le bien-être et le développement des jeunes et de renforcer leur participation au processus de développement du Burkina Faso. Ce sont là les derniers jours de révision pour les candidats aux différents examens scolaires.
Ceux du secondaire débutent dans 4 jours et à l'Office central des examens et concours, on s'affaire pour que tout se passe au mieux. Surtout, ne pas oublier les pièces nécessaires pour l'accès aux salles d'examen. C'est l'invite aux candidats. État des lieux des préparatifs avec Touboum Evelyne Dabiri. Le 3 juin prochain, près de 50 000 candidats aux examens du secondaire du Burkina s'essayeront au BPC, BEP et CAP. Et à 4 jours du début des épreuves, pas de difficultés particulières malgré une augmentation du nombre de candidats de près de 40%. Tout est fin prêt. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la cantine des sujets de la région du centre. Étant entendu que les autres régions ont déjà procédé à l'enlèvement de leur cantine et il restait pour la région du centre qui procède à l'enlèvement de ces cantines généralement la veille ou à quelques jours des examens et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes également en train de compléter le matériel qui a déjà été envoyé dans les directions régionales pour envoyer de petits compléments afin que tout puisse bien se passer sur le terrain. Cette année encore, les conditions d'accès aux salles d'examen restent strictes, de même que les mesures de lutte contre la fraude. Pour les candidats élèves, soit de la carte nationale d'identité burkinabé, soit de la carte d'identité scolaire en cours de validité. Pour les candidats libres, il faut obligatoirement présenter la carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou une carte consulaire. On n'accepte pas de carte d'identité scolaire de la part des candidats libres. Donc nous demandons aux candidats de se départir de la fraude et d'aller composer en toute sérénité. Le 3 juin, appel et installation des candidats à 6 heures et début de la session. Le collège Pierre Koula de Diebougou a 50 ans. La célébration de l'année jubilaire lancée le 25 mai 2013 a connu son apothéose le samedi 24 mai dernier. Une messe d'action de grâce suivie de la cérémonie de clôture ont été les moments phares de cette fête du jubilé d'or à Diebougou. Sébastien Zongo. Une messe d'action de grâce en l'honneur du CPK, le collège Pierre Koula de Diebougou, pour célébrer un demi-siècle de contribution à l'œuvre éducative nationale. Invités, parents d'élèves, élèves et éducateurs, anciens et actuels se sont retrouvés pour l'office placé sous les auspices de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Saint Jean-Baptiste de la Salle est le patron de tous les éducateurs dans l'église, et donc nous lui rendons hommage et nous lui demandons la grâce de pouvoir continuer cette mission d'évangélisation par l'enseignement qu'il a reçu du Christ et qui répond éminemment aux devoirs donc, de l'Église. La cérémonie officielle dans la cour du collège a permis de récompenser les meilleurs élèves de l'année et surtout d'élever l'évêque émérite, Monseigneur Jean-Baptiste Sommet, au rang d'officier et le premier directeur d'origine africaine du CPK à celui de chevalier des palmes académiques. 50 ans de vie d'un établissement d'enseignement, ça méritait que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs soit présent pour rendre un hommage à tous ceux qui ont pris l'initiative de fonder l'établissement, saluer véritablement tous les frères des écoles chrétiennes, saluer le diocèse de son rôle d'éducation pour accompagner aussi l'État. Cette journée est l'aboutissement de toute une année de célébration qui aura permis plusieurs réalisations. Un projet notamment qui me tient à cœur, à savoir celui de la construction de 4 classes complémentaires au collège Pierre Koula. Et comme le ministre l'a dit ce midi, les travaux vont commencer à la rentrée 2014. C'est pour nous vraiment encore un motif de satisfaction. Et notre message, c'est vraiment de remercier le ministère. La commune de Diebougou a également été remerciée pour la construction du portique d'entrée de l'établissement et le baptême d'une rue qui jouxte le collège côté ouest. Décédé le 27 mai dernier, le professeur Ali Lankwandé repose désormais dans sa cour au quartier Samandin de Ouagadougou. Le professeur de physique et homme politique a reçu les derniers hommages à son domicile cet après-midi, suivi de l'inhumation sur place en présence de nombreux parents, amis et compagnons de lutte. Jacques Lamissa Tarpaga.
Le temps de la mort, c'est le temps de la foi. Celle-ci nous rappelle que nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente. Nous sommes tous des voyageurs. Donc ceci n'est pas un adieu, mais plutôt un au revoir. Dès sur nous, on t'aime, papy. Ce sont là les derniers mots des petits-enfants, ici représentés à leur grand-père, le professeur Ali Lankwande. Le professeur Ali Lankwande a été inhumé cet après-midi même à son domicile, au quartier Samandin de Ouagadougou. Un dernier hommage a été rendu au professeur de physique et homme politique, compagnon de lutte, syndical, camarades militants, anciens collègues, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Tous ont adressé un mot au professeur, chacun selon son souvenir. Je retiens que c'est un grand homme politique, un grand syndicaliste, un grand enseignant, et pour lequel nous gardons une mémoire impérissable. Le professeur Ali Lankwande a été mon prof de physique-chimie en 1972 au lycée Zenda. Et c'était un excellent professeur. Il nous a appris à aimer la physique-chimie. Et je garde de lui un excellent éducateur. Sur le plan politique aussi, bon, en tout cas, on a su qu'il a été de ceux-là qui, très tôt, se sont battus dans le mouvement syndical, mais aussi au niveau du parti, pour que la démocratie au Burkina puisse s'installer. Le professeur Ali Lankwande est décédé le 27 mai dernier à l'âge de 84 ans. Alors que la terre du Burkina Faso lui soit légère. On fait à présent un tour à la maison de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané pour admirer le Faso d'Anfani dans toute sa splendeur. L'Union des professionnels du textile et de l'habillement du centre, cette année encore, met le textile artisanal en valeur. Exposition, défilé de mode, de vente des journées du textile artisanal. C'est jusqu'au 1er juin prochain. Estelle Judith Assogba était à l'ouverture. Le textile artisanal mis en valeur ici, des chemises, des ensembles, des chaussures, des sacs et des pains confectionnés à base du Faso d'Anfani. Ces créations sont de l'Union des professionnels du textile et de l'habillement de la région du centre, Hyprotex HAC. Elles sont exposées à l'occasion des journées de valorisation du textile dont l'objectif est de promouvoir davantage le tissu local. Cette activité est à sa 5e édition et le thème retenu est la valorisation du textile artisanal et accessoires du mode africain dans l'espace UEMOA. Nous avons essayé d'améliorer encore cette matière de manière qu'on puisse avoir des matières un peu plus agréables à porter. Donc voici un peu les avancées que la 5e édition a fait. Cette exposition va permettre aux populations de découvrir le talent et le savoir-faire de ces artisans. Ce que nous attendons, c'est plus valoriser ce produit-là à la dimension nationale et internationale. Le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui a procédé à l'ouverture de cette exposition-vente a été séduit par l'esprit de créativité des membres de Hyprotex HAC. Nous sommes très impressionnés par la production que nous venons de voir. Et nous avons vu que la filière est importante. Elle part de la production au tissage, à la teinture, la couture. Nous avons vu des stylistes, nous avons vu également des modélistes. Vraiment, c'est une bonne impression. Nous disons que cela traduit l'identité vestimentaire du Burkinabé. Et c'est également important en ce sens que nous avons une production cotonnière importante. Et si en aval, on arrive à valoriser justement ce produit, ça fait une plus-value pour notre économie. Et donc... Ces journées de valorisation du textile artisanal
s'étaleront sur 4 jours avec au menu des conférences débats sur le thème de l'édition et des activités de promotion des stylistes à travers un défilé de mots. Et la salle des banquets de Ouaga 2000 se prépare à accueillir l'élection de Miss Université. Il faut faire le choix entre 16 jeunes filles belles et intelligentes venues des universités de Burkina, ce qui ne sera pas forcément chose facile pour le jury. Mais déjà, le promoteur affiche sa satisfaction quant à la tenue de l'édition 2014 de ce concours de beauté. Carole Savadogo avec la voix d'Évariste Kombari. Elles étaient 76 à frapper à la porte de Miss Université, mais seulement 16 iront à la quête de la couronne. C'est dans cette salle des banquets de Ouaga 2000 que se déroulera l'événement. À quelques heures, les préparatifs vont bon train. Nous sommes fin prêts, quand bien que l'homme n'est jamais à 100% prêt, mais à l'heure où je vous parle, je peux dire que nous sommes à 90% prêts. Mais j'avoue que les filles qui sont là cette année, elles sont très très intelligentes. À l'étape, une seule fois qu'on s'est entraîné, elles ont tout compris. Et quand j'écris, quand vous voyez, c'est pour que vraiment on puisse perfectionner. Sinon, je suis parfaitement satisfaite de la capacité d'adaptation des filles à ce concours. Miss Université est un concours de beauté, donc de l'élégance. L'élégance, c'est aussi la marche. Et ces jeunes filles s'entraînent à la marche. Depuis l'année passée, nous avons essayé de faire la chorégraphie avec les filles, mais je crois que cette année encore, les filles vont donner un peu d'icelle encore au spectacle avec une très belle chorégraphie. Je crois que vous avez participé à ça. Aussi, cette année, et comme vous savez, chaque fois, nous essayons de prendre en compte les remarques que les gens nous font à propos du jury. Vous savez qu'il n'est pas facile pour un jury de venir le soir sous les feux de projecteur de juger une candidate. Donc pour cette année, l'innovation majeure, c'était que les membres du jury ont eu à rencontrer les candidates avant. Si vous voulez, on a fait une petite élection Miss devant les candidats. Donc pour cette année, il y aura des préqualifications sur la scène, sur les 16 filles qui vont passer. Sur les 16 filles, il y a 8 filles qui vont passer à travers les notes qui ont été faites avant et les notes après. Le promoteur Honoré Bambara se dit satisfait du travail. Il entend mettre les petits plats dans l'écran pour faire de l'événement une réussite. Et pour les amateurs du théâtre, au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, l'affiche du mois, 3 prétendants, un mari. C'est une comédie satirique et qui est une peinture de la société traditionnelle africaine. L'avant-première de cette 33e création majeure du CITO a été suivie par Sylvestre Da. C'est elle, la belle Juliette, convoitée par 3 prétendants. Pensionnaire d'un lycée, elle rentre chez ses parents pendant les grandes vacances et découvrira qu'elle est promise en mariage à la fois à un paysan qui a versé une dot de 500 000 francs CFA et à un fonctionnaire qui, lui, a payé 1 million de francs CFA. Ta sœur Juliette est belle et séduisante. En plus, c'est une collégienne. Nous serons riches le jour où un grand monsieur de la ville viendra nous demander la main. Et c'est justement ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Seul prétendant à toi seul, Juliette. Mais je veux ni l'un ni l'autre, je vous l'ai déjà dit. Ni l'un ni l'autre, parce que Juliette est amoureuse d'un collégien très pauvre qu'elle souhaite épouser. Sa famille crie au scandale et son père va trancher en premier et dernier ressort. Écoute bien ma fille, tu épouseras Jean de Dieu, c'est décidé, voilà. Mais je ne l'aime pas, voilà. Quoi? Quoi? Je ne l'aime pas. Tu l'aimes pas? Tu l'aimeras. Finalement, tout se termine bien pour Juliette, qui épouse son amoureux collégien, non sans avoir usé des stratagèmes. Il a fallu 1 mois et demi au metteur en scène et à ses 12 acteurs pour finaliser cette pièce de théâtre, la 33e création majeure du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. J'ai eu une équipe très formidable. On a travaillé vraiment de façon très ouverte et puis depuis le début on a ouvert les répétitions, les gens pouvaient rentrer, suivre, poser des questions et tout. Donc ça fait que ce n'était pas seulement moi qui décidais.
tout ce que j'ai fait, c'est l'adaptation du texte. J'ai fait une proposition et c'est à partir de cette proposition-là que on a tous travaillé. Trois prétendants un mari est une pièce classique du genre comédie satirique et éducatif, écrite par le Camerounais Guillaume Oyono Mbia. Le public présent à cette avant-première de la pièce ne s'est pas ennuyé un seul instant durant toute la représentation qui a duré 1h30. C'est un joli spectacle, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de leçons, mais c'est surtout l'humour et la bonne humeur qui encadrent ce spectacle qui sont à saluer et qui montrent que nous avons de très bonnes pousses pour le théâtre de demain dans ce pays. C'est d'abord une pièce de divertissement et d'éducation, de sensibilisation en même temps. Et je pense qu'ils remplissent très bien ces multiples rôles-là de la pièce de théâtre. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. La 33e création majeure vient couronner 10 ans de présence d'Isito dans ses locaux à côté du stade municipal. 10 ans marqués par plus de 800 représentations auxquelles ont participé plus de 5000 dramaturges. Et le lycée Charles de Gaulle de Bobo-Dioulasso remporte le premier prix du Festac 2014. Le Festival des Arts et de la Culture a offert cette année encore un plateau aux scolaires pour l'expression de leurs talents. 5 établissements étaient en finale dans 3 disciplines que sont le playback, le ballet et la culture générale. Évariste Kombari pour le résumé de la soirée finale. La Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, investie par les scolaires. Nous sommes au Festac, un festival dédié aux lycées et collèges du Burkina Faso. La compétition a commencé exactement depuis le 17 février 2014. Entre le 17 février et aujourd'hui, nous avons pu couvrir pratiquement toutes les zones du Burkina Faso. Les élèves artistes en herbe arrivent de partout avec leurs décors, costumes et autres. À ce soir, prêts pour la compétition. Place ensuite au spectacle. 5 lycées et collèges du Burkina Faso, dont un de Ouagadougou et 4 de Bobo-Dioulasso sont en compétition dans 3 disciplines, playback, ballet et connaissances générales. Dans le volet chansons, les groupes des lycées en compétition se sont inspirés de plusieurs mélodies. Ce que nous déplorons, c'est le décor. Il y avait des surcharges. Il y avait trop d'accessoires sur scène qui ne laissaient même plus. Il y a même certaines troupes qui ont tellement surchargé la scène de décor que les artistes n'avaient même plus d'espace pour bien danser. En danse, les élèves ont construit leur chorégraphie sur la musique de Diko Fils, chanson imposée. Les chorégraphies présentées étaient riches en tableaux et en couleurs. Les lycéens ont fait preuve de créativité. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Ebony Production pour cette marque de confiance, de respect et de considération. Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer mon soutien, toute ma disponibilité et je ne ménagerai aucun effort à accompagner cet événement culturel majeur devenu l'une des plus grandes rencontres culturelles de la jeunesse burkinabé. C'est le lycée Charles de Gaulle qui a arrosé tous les autres concurrents de son talent. Le jury a déclaré ce lycée grand vainqueur du Festac 2014. Et nous, d'abord, on a eu le soutien de notre fondateur et puis aussi, on avait des entraîneurs très compétents qui ont joué leur rôle du début jusqu'à la fin. Dans l'univers des activités culturelles, le Festac est aujourd'hui une école de la vie culturelle, au profit des lycées et collèges qui viennent chaque année s'abreuver, mais aussi faire étalage de leur savoir-faire. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.